19e épisode déjà les amis de ce podcast Real Talk 100% Real Madrid en compagnie de mes deux confrères Thomas de Chronique Foot et de Real France. Comment ça va les gars en ce début de semaine? Bah vas-y Thomas. Bah écoute, ça va. Ça va. Après une petite trêve, s'est bien reposé. Et puis bah là, on repart tranquillement mais sûrement avec une victoire. La Liga toujours en vie. On est toujours en vie en tout cas. Mais écoute, ça va bien pareil. On a profité de la trêve pour se reposer, se ressourcer. Et puis on a retrouvé notre bon Real Madrid, capable du meilleur comme du pire. Donc on attend maintenant la Copa del Rey et bientôt la Ligue des Champions pour voir le réel niveau de cette équipe dans les derniers moments. C'est clair, surtout que comme tu l'as dit, du bon comme du mauvais, mais finalement on est toujours en vie. À croire que plus on est mauvais, plus on est en vie. C'est quand même un paradoxe assez intéressant à soulever et qu'on a déjà souligné dans les différents podcasts qu'on a fait ces dernières semaines. Aujourd'hui, les amis, un programme chargé comme d'habitude pour votre mi-temps habituel du podcast avec le retour sur le match contre Leganés. On va parler bien sûr du mercato à venir pour le Real Madrid qui s'annonce très très important en termes de changement et peut-être décisif à court et moyen terme pour le Real. Et on parlera bien sûr de la Copa del Rey entre Barça Atlético et Real Sociedad Real Madrid qui ira en finale. On en reparlera bien sûr dans la vidéo, les amis. Qu'avez-vous pensé dans un premier temps du match de ce week-end? Dans le bon comme le mauvais, Thomas Dans les bons côtés, tu vois, ça, je vais retenir des individualités. Finalement, c'est un peu toujours la même chose. Et dans le mauvais côté, ça va être le collectif. L'absence de collectif et cette faiblesse défensive. Je ne pensais pas qu'on serait capable d'encaisser 2 buts à domicile contre Leganés, qui est l'une des pires équipes de ce championnat et qui était sur une série catastrophique. Donc voilà, encore des individualités qui nous sauvent. Tant mieux. Mais maintenant, j'attends quand même une force collective. Même si attention, les Ganes cette saison, ils ont attrapé le Barça, ils ont attrapé l'Atlético. C'est une équipe un petit peu piégeuse pour les grosses écuries. Non, mais c'est du réchauffé, du vu, du revu, du re-revu cette saison. Un Real Madrid laborieux. Bon, après, là, on peut nuancer parce qu'il y avait du turnover, parce que tu es en sortie de trêve, on sait que c'est toujours compliqué. Donc voilà, il y avait le contexte aujourd'hui ce week-end qui pouvait expliquer un match comme ça. Le problème, c'est que ce match-là, on le voit trop souvent cette saison. Donc voilà, comme Thomas, on va retenir des individualités surtout, et il n'y en a pas non plus beaucoup à retenir sur cette partie. Kylian Mbappé, évidemment, Alex. Mbappé, franchement, il commence vraiment à trouver cette image de leader, même si pour moi, le leader, c'est vraiment Jude Bellingham, mais il n'y a pas photo, on l'a encore vu dans la grinta, dans l'impact, sa qualité pour courir, récupérer, distribuer, être décisif. Mais Mbappé, il a encore une fois, comme Villarreal. À Villarreal, tout le monde était fatigué, il a sauvé tout le monde. Là, aujourd'hui, il nous marque même un coup franc indirect. Après, le débat du coup franc, c'en est un vrai ou pas, ça on s'en fout. Opta a dit que c'était un coup franc. C'est les boss des stats, donc normalement, si on se fie à eux, c'est un coup franc. Et quand Toni Kroos, il le marque à la Coupe du Monde contre la Suède, on ne dit pas oui, mais non, c'est parce que c'est Mbappé qu'il n'en avait jamais marqué en carrière, donc on essaye de repousser l'échéance. Voilà, c'est juste ça. D'accord, l'hypocrisie des gens, mais dans tous les cas, le Real, ce que j'ai bien aimé, moi, c'est quand même cet aspect où, comme d'hab, on lâche pas. Ce que j'ai pas aimé, c'est le côté où on s'est fait marcher dessus. Parce que même s'ils ont battu l'Atlético, ils ont battu le Barça, en termes d'attaque, en termes d'expectative goal, etc., c'est une équipe qui normalement est faible sur le papier. Je crois qu'ils sont 18e sur 20 dans quasiment la plupart des domaines, etc. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est la déconcentration juste après le premier but qui, en plus, pour nous, était ultra litigieux parce qu'à mon sens, il n'y avait pas pénalty sur Arda. Et le fait après, derrière, qu'on prenne un deuxième but. Mais la gueule des buts qu'on prend, je ne sais pas si on se rend compte à quel point on est faible et fébrile, quoi. Et avant Arsenal, dans quelques temps, moi, je commence vraiment à flipper, quoi. Je ne sais pas votre avis, mais on n'a pas d'équilibre, en fait. Et on n'a pas des joueurs comme Bellingham qui sont capables de se donner, en fait. Parce que l'excuse de la fatigue post-trêve internationale, quand je vois le Barça qui a tartiné Osasuna bien avant nous, en ayant très peu de repos, je me dis que l'excuse de la fatigue, c'est pas viable. Vous en pensez quoi? Le truc, c'est que l'excuse de la fatigue, effectivement, comme tu dis, pour moi, elle n'est pas valide parce que regarde, le Barça, ils ont joué jeudi, ils rejouent dimanche, deux victoires sans trembler. À aucun moment, tu as senti vraiment qu'ils pouvaient ne pas gagner ce match. Et de l'autre côté, tu as Carlo Ancelotti qui, après le match, on lui pose la question votre équipe a encore souffert. Est-ce que ça ne vous préoccupe pas par rapport à ce qui arrive? Parce qu'on ne sent pas un Real Madrid qui est à son pic de forme, ou en tout cas proche de son pic de forme, alors que là, les échéances qui arrivent sur les prochaines semaines sont décisives dans toutes les compétitions. Et lui, il te dit, mais c'est normal de souffrir, on doit souffrir à tous les matchs, etc.
Bah non, quand tu es le Real Madrid, tu devrais avoir quand même pas mal de matchs, notamment au championnat où voilà, tu as une forme de tranquillité, où tu plies le match assez rapidement. En l'occurrence, sur le match face à Leganés, un début de match où Leganés ne fait que défendre, tu marques le but, tu dis bon bah c'est bon, on a fait le plus dur, maintenant on va dérouler tranquillement. Tu prends un but dans la minute sur une erreur de concentration, encore une fois une défense passive, tu en prends un deuxième. Moi à la mi-temps, je vous avoue que je me disais oula, ça sent déjà la fin, ça sent déjà la fin de la Liga parce qu'on sentait pas une équipe qui avait vraiment la dalle. Mais c'est Coralie qui l'avait dit, notamment quand je l'avais invité et qui l'a dit plusieurs fois. Mbappé, c'est ce joueur qui te fait gagner quand même des championnats. Et on voit que sur les deux derniers matchs où tu as un Real extrêmement ronronnant, bah lui est là pour quand même te faire gagner ce match. Ces deux matchs. Ce qui est fou avec Mbappé, c'est que il y avait cette image, souvenez-vous, dans les couloirs où il paraissait apathique quand tous les joueurs étaient concernés. On se disait, waouh, le mec, il n'y est pas du tout. En tout cas, moi, c'était comme ça que je l'avais cerné à l'époque. Et là, il est en passe de devenir le meilleur rookie de l'histoire du Real. Il est à quelques unités maintenant de Zamorano. Il a égalé Ronaldo. Certes, il a 10 matchs de plus que le Portugais, mais 33 buts. Jamais Vinicius, jamais Rodrigo n'ont passé la barre des 30 buts avec le Real. Ça fait 6 saisons qu'ils sont à Madrid. Lui, pour sa première saison, il passe ce cap important. Donc, c'est un mec qui est habitué à avoir des standards très élevés. Je crois que son record, et c'est dit sur Marca ce matin, il est plus qu'à 11 unités de son record sur une saison. Donc, ça se trouve, il fera la meilleure saison statistique de sa vie pour sa première saison au Real. Et oui, il peut nous faire gagner des championnats ou des trophées. Maintenant, cette Liga, c'est un marathon et on n'a pas de force collective qui nous permet, comme le Barça, de nous assurer les 3 points très rapidement et justement de pouvoir faire souffler et d'être en forme plus régulièrement. Et c'est ça le problème que j'ai aujourd'hui avec ce Real, c'est qu'on est toujours dans la souffrance, même contre des équipes bidons. Tu es en souffrance en Ligue des Champions, ok, pas de souci, c'est la compétition phare, les clubs, ils la jouent comme jamais, tu as des équipes qui bossent bien comme Arsenal, l'Inter, etc. Mais en Liga, tu dois normalement galérer contre les 4-5 équipes maximum. Et c'est pas normal que ce Real nous montre ça régulièrement, quoi. De toute façon, vous avez mis tous les deux le doigt sur des éléments super importants. D'un côté, tu as Carlo Ancelotti qui veut se rassurer en disant que la Liga elle est difficile, que tu affrontes que des équipes fortes et que globalement c'est normal de galérer. Alors que, comme tu l'as dit Thomas tout à l'heure, c'est pas normal de galérer. Quand tu n'as pas de force tactique, physique, technique au-dessus de l'adversaire, au-delà de ce que tu montres individuellement, et qu'au niveau collectif, c'est famélique, c'est pas normal. Tu es censé respirer à la mi-temps, tu es censé plier l'affaire, tu es censé montrer, en plus à domicile, au Bernabéu, tu es censé montrer une présence, montrer que voilà, en plus c'est un derby, quoi. Et j'ai l'impression que les joueurs aujourd'hui, excusez-moi du peu, mais ils n'ont pas de fierté. J'ai l'impression de voir des joueurs qui n'ont pas cette fierté, qui n'ont pas cet état d'âme qu'on avait à l'époque avec les Ramos, avec les Casemiro, avec les Pepe, toute la clique, tu vois. Et c'est un peu dommage. Et au-delà aussi voilà, du calendrier qui est quand même vachement décousu de part et d'autre, qui va quand même être très très sévère, surtout pour nous à court terme, et plus pour le Barça sur la fin de saison. Le marathon en question, le problème, c'est que, comme tu l'as dit Thomas aussi, c'est qu'on a un effectif qui, pour moi, n'est pas à la hauteur du Real Madrid. Quand je vois Camavinga en 6 qui enchaîne les mauvaises perfs, quand je vois Arda Güler et Brahim, peu importe leur temps de jeu, qui ne sont pas capables d'avoir le couteau entre les dents et de faire des prestations quand ils sont titulaires vraiment à la hauteur, je ne dis pas qu'ils ont été mauvais, mais ils n'ont pas été transcendants non plus. Quand je vois Vinicius en ce moment, qui est mais naze à tous les niveaux, et même les remplaçants qui ne jouent pas ne notent pas le change. Et le Barça, tu as Ferran Torres qui plante 15 buts. Tu as même Pau Victor et comment il s'appelle, Pablo Torre qui rentre. Ils jouent 5 minutes par match, tous les 4 matchs, ces mecs-là. Et quand tu les vois rentrer, ils sont bons. Hein. Mais je pense que ce n'est pas une histoire de motivation, etc. Je pense que c'est une histoire que les joueurs ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas où se placer. Là où Flick, il a instauré c'est même pas une discipline, c'est une habitude aux joueurs de se placer à tel endroit. Puis il y a l'école Barça où les gars, ils savent jouer ensemble depuis tout petit. À Madrid, les mecs ne savent pas jouer ensemble. Ah, c'est football street, il va y avoir des fulgurances parce que ces joueurs sont peut-être les meilleurs joueurs du monde. Donc, ils vont pouvoir, par moment, sur quelques actions, combiner, etc. Mais de manière globale, pour moi, les joueurs, ils ne savent pas jouer ensemble. Ils ne savent pas où se placer et c'est ça le vrai problème du Real. C'est le pouvoir de l'amitié d'Ancelotti. Et puis voilà, donc on en parlera tout à l'heure, mais peut-être qu'il faut du changement de ce côté-là aussi. D'ailleurs, regarde le but de Bellingham. Le but de Bellingham, il est symptomatique. Quand il fait la frappe, il est positionné à gauche de la surface. Il frappe, c'est Brahim qui va la chercher. Camavinga qui est limite positionné comme un attaquant de pointe dans la surface. Et c'est Bellingham qui traverse la surface pour aller la foutre dedans avec sa grinta.
Et où sont Rodrigo? Où sont Kylian à ce moment-là? Enfin, tu vois, il y a plein d'erreurs de placement dans l'équipe. Il y a plein de mauvais choix offensifs qui sont faits. Et en fait, je ne comprends pas, mais tu as raison. Hein. Hansi Flick, par rapport à Carlos, c'est plus de rigueur, plus de discipline. C'est aussi l'école Barça, etc. Et le jour où on aura peut-être plus de discipline de l'autre côté, peut-être que ça se passera mieux. Mais en attendant, c'est chaud, quoi. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est d'un côté, il y a une équipe qui a un vrai collectif, et de l'autre côté, il y a une équipe, le Real Madrid, qui ne gagne que par ses individualités. Donc, dès que tu as des individualités qui sont un peu moins bonnes, forcément, c'est plus compliqué. Là, tu t'en sors parce que tu as Mbappé, une individualité qui, sur les 2 derniers matchs de championnat, a été très bon et t'a fait gagner les matchs, hein, littéralement. Même si il n'est pas seul, mais vous comprenez évidemment l'idée. C'est lui qui marque les buts, en tout cas décisifs, parce que Bellingham aussi, il marque un but hier qui est très important, enfin avant-hier. Voilà, et c'est simple, hein, le collectif sublime les individualités, hein, c'est toujours comme ça, plus que l'inverse. Hein. Ferran Torres, l'année dernière, les fans du Barça, ils étaient tous en train de l'insulter, ça voulait l'envoyer je ne sais pas où, avec la Masia. Et maintenant, c'est Villa Prime. Et voilà, et aujourd'hui, c'est leur super sub. Et comme le Real Madrid a eu aussi des super subs parfois, mais là, on voit que même les remplaçants, tu vois, Arda Güler, il n'y a qu'un Brahim Diaz qui réussit vraiment quand il rentre en cours de match à faire des différences, ou alors Hendrick, mais c'est pareil, c'est pas des joueurs qui sont sublimés par le collectif, sinon des joueurs qui sont capables de faire des différences individuelles. Donc, et c'est pour finir peut-être sur la page Liga, en tout cas, parce qu'on a Atlético qui a perdu aussi. Votre niveau de confiance là sur la suite de la Liga, parce que le Barça, mine de rien, a gagné jeudi aussi leur match en retard face à Osasuna. Ils avaient quand même 4 points. Donc, ça veut dire qu'il faut 2 faux pas pour être champion. Et ce que je disais à Christophe la dernière fois, c'est que autant tu vois le titre du Barça sous Xavi, je le trouvais presque anecdotique dans le sens où ils avaient été pas si impressionnants que ça dans la façon de gagner leur match, c'était beaucoup de 1-0, etc. Autant, si on est objectif, s'il y a une équipe qui mérite le titre pour l'instant, c'est quand même le Barça. Ils sont à 139 buts là cette saison. C'est monstrueux. Apparemment, jamais une équipe de Liga à ce stade n'avait marqué autant de buts. Donc, voilà, à un moment, si tu travailles moins bien, tu as des moins bons résultats. Et je pense que cette année, pour l'instant en tout cas, sauf naufrage, parce que c'est déjà arrivé qu'ils se cassent la figure. On l'a vu à un moment où on ne s'attendait pas, d'ailleurs, c'était fin 2024. Donc peut-être qu'ils vont le faire avec la fatigue en fin de saison, parce qu'ils ont un calendrier compliqué. Maintenant, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec le calendrier, si le Real se casse la figure avant et que le Barça continue d'engranger des points, ils peuvent être champions avant le Classico ou pendant le Classico. Hein. Bien sûr, après, ils sont. Enfin, regarde le Barça, on l'a vu hier contre Gérone, tu vois, ils ont beau dominer, être ultra forts, etc. Il leur a fallu 1 seconde de déconcentration pour prendre un but. Donc, tu vois, il y a quand même des failles. Mais eux, leur force, c'est qu'ils lâchent pas, ils continuent. Et ils marquent beaucoup. Et après, tu vois, en plus, comme il a dit Flick à l'interview d'après-match, c'est qu'en fait, c'est une équipe qui a soif. Et ils mettent 2 buts, 3 buts, ils ont encore soif de buts derrière. Et ils ne s'arrêtent pas, tu vois. Et c'est ça qui, moi, au Real Madrid, me saoule, c'est qu'on mène 1-0, 2-0. On s'arrête de jouer en recul. Mais non, faut les assassiner, les mecs en face. Faut qu'ils comprennent qu'ils peuvent en prendre 18 s'il faut. Mais nous, on n'a pas cette fin. On n'a pas. Enfin, je sais pas. Après, on parle beaucoup de buts, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de notre défense. Et si vous voulez vite fait ouvrir le dossier, tout ce qui est Fran Garcia, Rudiger, parce que Raúl Asensio, malgré une petite bévue où le pauvre, il prend un compte défavorable sur le but je vais y arriver, de Leganés, où il ne peut pas trop faire grand-chose. Pour le coup, la défensière, Rudiger, etc., ça commence à faire beaucoup, hein, même si on a eu la belle surprise Fran Garcia, qui a été très bon. Bon, on va commencer par les bonnes nouvelles. Fran Garcia, il fait quand même une bonne saison globalement. Alors, il a quelques matchs où il est moins bien, mais si on regarde les notes ou ce qui dégage depuis le début de la saison par rapport à Mendy, je trouve que c'est quand même positif. Donc, Asensio, pareil. Maintenant, Lucas Vázquez, c'est pas possible. Sur le premier but, il est complètement à la ramasse. Il y a un couloir qui est complètement vide côté droit. Enfin, je ne sais pas si tu as vu ça du stade, Thomas, mais c'est... j'ai vu les replays, les ralentis, tout ça pour analyser le but. J'étais fou. Et Rudiger, il fait toujours la même bêtise. Il veut faire le stopper qui sort vers l'attaquant et qui crée finalement une brèche dans la défense, puisque les adversaires ont compris que dès lors que Rudiger sort, il y a une espèce de couloir qui se crée, un espace pour les attaquants. Et il est moins bien. Alors, je pense que c'est un joueur qui est très fatigué, qui a une douleur au genou qui est lancinante depuis quelques mois. Mais ouais, il fait pas la meilleure saison de sa vie, Rudiger.
Ouais, pour Fran Garcia, tout à fait. Encore une fois, je trouve qu'il fait un très bon match, peut-être même son meilleur match, en tout cas, que j'ai vu depuis le stade. Fran Garcia, parce qu'offensivement, vraiment, j'ai trouvé intéressant. Et enfin, j'ai l'impression qu'on a réussi à exploiter ses qualités offensives, même si, évidemment, il a aussi une qualité de centre. Et qu'à ce niveau-là, on n'a toujours personne véritablement dans la surface. Mais c'est ça qui est en tout cas, pas mal de débordements, des ballons qu'il a récupérés, des projections. Enfin, j'ai bien aimé vraiment son match à Fran Garcia, même défensivement. Alors, sur le premier but de Leganés, oui, il se fait battre, tout simplement dans le duel. Mais après, c'est à Rudiger, surtout, à qui je reproche sur cette action, parce que c'est à lui de couvrir justement la zone derrière Fran Garcia. Et vu qu'il y va comme un débile, derrière, c'est un trou béant, et derrière, Leganés exploite très bien ça. Mais oui, Fran Garcia, bonne nouvelle. Asensio, je trouve qu'il fait quand même vraiment un mauvais match hier, parce que même sur le premier but, je trouve qu'il est un peu long à venir couvrir. Sur le deuxième but, c'est quand même il se fait un peu éliminer facilement, même si après il peut pas intervenir parce qu'ils ont fait faute. Et même à la fin de match, quand on met 3-2, à un moment donné, il y a une intervention. Il y a une intervention dans la surface. Alors, il le touche pas, donc il n'y a pas péno. Mais si l'attaquant réussit à aller chercher le contact, c'est pénalty, parce que c'est. Ah, ben clairement. Et c'est là qu'on va le juger, Asensio, quand il va être un tout petit peu dans le creux de la vague. Est-ce qu'il aura le caractère pour savoir rehausser son niveau dans les moments compliqués? Parce que là, jusque-là, tout était bien. Le gars sortait des masterclass à chaque fois. Il est appelé en équipe d'Espagne. Tout le monde, le Bernabéu crie son nom constamment. Donc là, je veux dire, tout est bien pour lui. Mais quand il va faire des erreurs et enchaîner 2, 3, 4 mauvais matchs, comment mentalement il va pouvoir rebondir? Ouais, faudra voir. Mais en tout cas, son caractère, moi, il m'a quand même plu hier à des moments où il mettait quand même de l'impact. C'était un des rares à mettre de l'impact hier, avant-hier, pardon, en moins défensivement. Après, c'est vrai que oui, sur les buts, éventuellement, il peut toujours faire mieux, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que l'enchaînement d'erreurs des uns et des autres, ça a été fatal. C'est vraiment un effet papillon, je trouve, sur les buts, entre la concentration des uns, le mauvais alignement des autres, etc. C'était très compliqué. Mais moi, c'est vrai qu'avec une défense comme ça, je sais pas. Pour l'instant, on gagne au forceps, c'est vrai. On reste en vie, et c'est paradoxal parce qu'un excellent Barça, qui a connu certes un creux de vague tout comme nous, n'est qu'à 3 points. 4 avec le goal average. Mais du coup, un mauvais Real Madrid continue. Donc aujourd'hui, de toute façon, c'est simple. C'est victoire obligatoire au Classico. Ouais, mais si tu gagnes le Classico, tu es quand même deuxième. Ouais, c'est ça. Donc en fait, quand Carlo Ancelotti dit il reste le Classico, il ment. Parce qu'en fait, il dit pas qu'il faut un deuxième faux pas du Barça. Et vu la dynamique qu'ils ont, attention, parce que Carlo, Arsenal, Paris Saint-Germain, quand tu vois le niveau du Paris Saint-Germain, tu peux être en droit de te dire que ça sera très compliqué de passer. Si tu n'es pas champion d'Espagne, je ne sais pas si le Real va le conserver. Mec, si on n'est pas champion en étant à égalité de points, ça rappellera le Tamoudazo de l'époque, il me semble. Mec, ça me fout trop la mort. Franchement, je préfère qu'on perde le titre à 5 points que d'être à égalité et perdre au goal average particulier. On l'a déjà dit sur le podcast, le tournant pour moi de la Liga, c'est ce mois de janvier. Le Real a plus 7 à ce moment-là. Ils perdent toute leur avance sur aussi des erreurs arbitrales, notamment à l'Espagnol, etc. Mais pas que, parce que le Real aurait pu aussi remporter ses rencontres bien avant cela. Mais ce mois de janvier, on peut le regretter. Oui, parce que vraiment, si le Barça va au bout comme ça jusqu'à la fin de saison, qui gagne le titre, on dira tous, on est les premiers là le dire, c'est mérité, parce que c'est l'équipe qui a survolé le plus cette Liga. Mais le passage à vide quand même qu'ils ont connu sur la fin 2024, c'était quoi? C'était une série de 7-8 matchs. Vous avez fait peut-être une victoire en 7-8 matchs, quelque chose comme ça. Une victoire en 8 matchs, c'est ça. Normalement, une série comme ça, en Liga, que ce soit pour le Real ou pour le Barça, c'est éliminatoire. C'est sanctionné, c'est éliminatoire, et derrière, l'autre, il prend le titre. Quoi qu'il arrive, cette saison, le champion aura bénéficier d'une certaine manière aussi de la faiblesse des autres, parce que il y aura le plus faible total de points depuis longtemps, je pense. Oui. À moins que le Barça gagne tous les matchs, et je sais pas comment ils arriveraient, mais ce que je redoute quand même, c'est qu'ils vont, avec la Ligue des Champions, ils vont lâcher aussi des points à droite à gauche. J'espère qu'ils vont pas aller chercher le record de Mourinho avec les 121 buts là. Il y a peut-être moyen. Je sais qu'ils peuvent pas avoir 100 points, ça c'est sûr, mais après les 121 buts, en vrai, ils peuvent le faire. En Liga là. Je sais pas si quelqu'un a le classement sous les yeux par 82. 82 buts. 40 buts encore. Il reste 9 matchs, 10 matchs. Non, 9 matchs. 9 matchs, 40 buts, ça me paraît compliqué quand même. Ouais, s'ils sont à 3 buts par match, donc ça fait. C'est pas loin quand même. C'était ouf quand même ce qu'il a fait à l'époque. Ouais, c'était ouf.
En tout cas, les gars, la confiance pour l'instant n'est pas trop de notre côté, la communauté, comme vous le voyez, mais on y croit toujours. On n'est pas à l'abri de quelque chose, que le Classico fasse un déclic et qu'après on vive 3 dernières journées de Liga assez rythmées. Hein, on verra bien comment ça se passe. Dernière question, les gars, avant de faire la transition, Alex. C'est quand qu'on a vécu une Liga qui s'est jouée à la dernière journée? C'est pas le titre de l'Atlético en 2014 ou ça même 2021 où ça s'est pas joué à grand chose, hein, parce que l'Atlético il marque avec Luis Suarez à la dernière journée. Nous on avait remonté 2-1 ou 3-2, je sais plus. Et en fait, c'est à la dernière journée, c'était en 2021, je crois. 2021, ok. Où on perd à 1 point près à cause du but de Suarez. Ok, ça marche. Bon, allez, vas-y, je te laisse faire ta transition. tu l'as niqué ma transition. Voilà, exactement. Du coup, les amis, maintenant qu'on a parlé de la Liga, passons au dossier chaud du moment. Par rapport au mercato, évidemment, qui va conditionner énormément de choses côté Real Madrid, autant sur le terrain que sur le banc. Déjà, parlons de ce qui est plus concret, peut-être. Alexander-Arnold, quasiment fait, d'après Fabrizio Romano, le Manitou du mercato. Et simplement, par rapport à toutes les news, hein, qu'est-ce que vous en pensez de cette recrue potentielle à 99% fait? Pour, contre, content, pas content? Déjà, on peut vraiment confirmer que c'est quasiment fait parce que au-delà même de Fabrizio Romano, c'est David Ornstein de The Athletic. Voilà, de The Athletic. Lui, quand il parle vraiment, surtout sur le marché britannique, il est vraiment très très solide. Donc c'est surtout lui que j'attendais perso pour m'enflammer ou pas m'enflammer pour Trent Alexander-Arnold. Donc vraiment là, on peut dire que c'est fait, sauf retournement de situation. Oui, après on va se mentir. Alors je trouve qu'il y a quand même pas une propagande, mais quand même pas mal tu peux dire le terme. de bruit médiatique à l'encontre d'Alexander-Arnold sur ces dernières semaines, derniers mois, comme par hasard. Il signerait au Barça, tu n'aurais pas ce bruit médiatique. Hein. Depuis qu'il est promis au Real Madrid, Alexander-Arnold, il faut arrêter. Il n'y a personne qui cracherait sur une recrue comme ça, encore plus dans les conditions dans lesquelles il va arriver au Real Madrid, c'est-à-dire en arrivant en tant que joueur libre de tout contrat. Après, est-ce que c'est le profil parfait pour Carlo Ancelotti, pour le Real sous Carlo Ancelotti, parce que c'est quand même plutôt ce qui se prépare pour la saison prochaine, même si on en reparlera après. Pas sûr. Tu vois, là, vraiment, si on regarde l'équilibre, la configuration actuelle, je me dis ajouter Alexander-Arnold. Alors, ce sera toujours mieux que Lucas Vazquez, attention. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on tire plein potentiel de ses qualités parce que défensivement, il risque d'être mis quand même à mal. Par contre, si je me projette, je me dis, avec un autre entraîneur, ça peut tout à fait marcher. Je pense que le comparatif avec Marcelo, par exemple, est tout à fait valable et correct. Ça a marché avec Marcelo. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas marcher avec Alexander-Arnold. Bien sûr. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Moi, je suis hypé parce que c'est un joueur qui a 26 ans, qui est l'une des références à son poste. Alors, on peut écouter les propagandes ou pas, mais aujourd'hui, tu as qui est aussi fort, voire plus fort. Tu as peut-être Hakimi du PSG. Tu as Frimpong de Leverkusen qui devient une petite référence. Mais bon, pour moi, c'est en dessous d'Alexander-Arnold. Donc, allez, top 3, top 5 à son poste, sans aucun souci. Première rampe de lancement de Liverpool, tireur de coups de pied arrêtés avec une précision chirurgicale, les corners et surtout les coups francs, ce qui manque cruellement au Real. Oui. Il peut jouer milieu de terrain, parce que même si Carvajal est là et qu'il y a des absences au milieu de terrain, il peut jouer milieu défensif parce qu'il a un bagage technique qui est au-dessus de la moyenne. Il a 26 ans, tu ne le payes pas. Tu payes le contrat, mais tu ne payes pas Liverpool. Non, c'est un braquage, encore une fois. Il faut être très heureux de ce coup-là. Bien sûr. Donc, non, je suis très, 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 très content. Et comme Thomas, j'attendais David Ornstein de ce côté-là. Et si lui a parlé, je pense qu'on peut d'ores et déjà dire que c'est acté. Je pense que Jude Bellingham a eu son mot à dire dans l'histoire parce qu'ils sont très potes. Ouais. Après, c'est vrai que. Attends, excuse-moi, je crois que tu avais fini. Il y a évidemment des faiblesses défensives, mais Marcelo en avait. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est normal. Le joueur ne peut pas être parfait non plus. Et moi, je préfère qu'on ait une recrue qui va favoriser l'attaque plutôt qu'un profil hyper rigide défensivement. Voilà. Maintenant, comme l'a dit Thomas, c'est plus un joueur Xabi Alonso qu'un joueur Ancelotti, mais on y reviendra. Est-ce que finalement, le mercato et toutes les rumeurs, ça annonce pas aussi la possible arrivée de Xabi Alonso? Ça serait bien. C'est des profils, comme par hasard, qui correspondent parfaitement à Xabi Alonso. Je sais pas, Zubimendi, on va en parler juste après, mais c'est un peu la même chose.
C'est vrai que pour le coup, vous avez tout dit sur Alexander Arnold, sur sa polyvalence, le bon coup à faire, etc. Il fallait dans tous les cas rajeunir la défense au bout d'un moment de certains postes. On a vu cette année à quel point le manque de recrues a fait mal sur certains postes clés. Donc là, pour le coup, on anticipe. Donc nous, on n'a pas à se plaindre. Moi, ce qui m'avait surtout énervé par rapport à Arnold, c'est les gens qui disaient que comme il part libre, et ben, tu as plein de mecs de Liverpool qui le taillaient, tout comme il y en a, ils ont taillé Mbappé qui partait libre du Paris Saint-Germain. Et il y en a qui m'ont fait rire, c'est mais vous, au Real Madrid, vous n'avez pas connu ça. Mais écoutez-moi bien, que Vinicius parte libre, que n'importe qui part libre, j'en aurais rien à foutre. Au Real Madrid, on a un club grand, on a une belle institution. Ceux qui restent, ils restent. Ceux qui partent, ils s'en vont. Nous, on ne retient personne. Mais on va pas Lucas Vazquez qui peut partir cette saison libre. Ouais. D'ailleurs, je m'étais foutu la gueule de tout le monde en me disant que Lucas Vazquez, putain, il va partir libre, il nous doit tout, machin. Et les gens, ils s'étaient enflammés sur Twitter en disant que je confondais tout, alors c'était juste pour me foutre de leur gueule. Il y a Vallejo aussi, je crois que c'est les seuls, mais bon, je pense qu'à Madrid, le poids de l'institution fait que c'est très compliqué quand tu es une star de partir libre. Ouais, mais après, tu vois, même s'il partait libre, tu vois, nous, on s'en foutrait parce qu'on sait très bien que celui qui regrettera le plus de partir, c'est toujours le joueur plus que le club va repartir le joueur, tu vois. Et au final, je trouve ça faible d'insulter un joueur qui part alors qu'il a tout donné à son club et qu'il a rempli son contrat. Il n'est pas parti en traite, tu vois. Mais Alexander Arnold, pour le coup, moi, je suis d'accord avec vous en disant que c'est plus un joueur Xabi Alonso compatible. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'avec Valverde, qui s'est en plus pas mal débrouillé sur le côté droit, il y aura souvent, je pense, des alternances dans le match. Évidemment. Et donc, pour bloquer le couloir et tout, c'est une polyvalence, c'est une complémentarité entre deux joueurs qui peut être super intéressante à exploiter dans les phases de jeu. Et je pense qu'en fait, Ancelotti peut miser sur ça, s'il reste éventuellement. Mais comme tu l'as dit, Huysen, alors je ne sais jamais comment on prononce. Je crois que c'est Huysen. C'est prononciation néerlandaise parce qu'il a la double nationalité. Hein. J'arrive pas à prononcer. Bon, on va dire Huysen. Zubimendi, et c'est vrai que comme tu l'as dit, Alonso, il annonce comme par hasard qu'il a une nouvelle maison en Allemagne. Ancelotti, il y a le Brésil éventuellement qui lui fait de l'œil parce qu'ils viennent de virer Dorival Junior. Et comme par hasard, Zubimendi, profil basque, 100% Xabi Alonso, on l'appelle comme quoi le Real Madrid serait devant Arsenal. Huysen, etc. Moi, je pense qu'honnêtement, on n'est pas à l'abri d'une surprise. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Je pense qu'au fur et à mesure, on va avoir des indices. La réponse de Carlo, l'officialisation de Xabi Alonso, ça sera au dernier moment. Mais si tu as de la signature de Zubimendi qui préfère aller au Real qu'à Arsenal, tous ces détails font que moi, je pense qu'à un moment donné, on ira vers Xabi Alonso. T'as une théorie, Thomas, ou pas? Je vais un poil casser l'ambiance. Merde. Pour le coup, par rapport à Zubimendi, parce que j'ai quand même un peu fouillé l'information, surtout la source de l'information, c'est la Copé qui en parle, mais le journaliste qui a balancé ça, pour vous dire, je le connaissais même. En fait, je le connaissais même pas, en fait, pour être très honnête. Voilà, et puis ça n'a pas été confirmé en fait par d'autres sources depuis, même Marca As, vous voyez, ils n'ont pas confirmé. Et puis voilà, on était en trêve internationale, on sait comment ça fonctionne, moins d'actu sur le Real. Après, attention, il y a un vrai intérêt du Real quand même à espagnoliser ce Real Madrid parce qu'il manque de joueurs phares en équipe d'Espagne qui sont au Real Madrid. Là, tu peux faire un coup double avec Huysen qui est, comme l'avait dit Mourinho, peut-être le futur meilleur défenseur du monde. En tout cas, c'est comme ça que l'avait qualifié Mourinho. Donc, tu peux faire Huysen, Zubimendi. Tu as des joueurs comme Fran Garcia, Raúl Asensio. Donc, petit à petit, tu commences à avoir quand même un peu plus d'Espagnols. Et c'est ce qui manquait aussi au Real et aux supporters qui ont besoin de se retrouver, tu vois, comme dans chaque nation. Oui. Donc, je pense que le Real, s'ils insistent vraiment avec Zubimendi, je pense que Zubimendi choisira le Real plutôt qu'Arsenal. Vas-y Thomas, excuse-moi. Ça pour le coup, c'est réel, cette idée d'hispaniser un peu plus le Real Madrid parce que t'as la Coupe du Monde en 2030 qui va se jouer en partie en Espagne, potentiellement la finale au Bernabéu. Tu peux pas avoir une sélection espagnole 100% Barça. Sans joueur du Real Madrid, c'est impossible. Le Real pourrait pas accepter ça, ce serait trop moche. Zubimendi, j'y crois. Actuellement, en tout cas, j'y crois moyen. Par contre, là, Huysen, j'y crois beaucoup plus. Et nous, on a fait une vidéo sur Alfran sur le sujet. Je voyais pas le Real Madrid recruter à ce poste-là. Par exemple, un Saliba, ouais, j'y crois absolument pas. Je pense pas que le Real ira mettre un 80-100 millions d'euros sur un défenseur. Par contre, Huysen, je pense vraiment que c'est le profil. Il est jeune, il a la nationalité espagnole, comme tu disais. Et puis, il est extrêmement prometteur pour le peu que j'ai vu. Il est très madridista aussi. Il est très madridista aussi.
En plus. Et il joue à Bournemouth. Donc, tu vois, c'est pas un club qui va te négocier du 80 ou du 100 millions d'euros, là où un Il a une clause. Mais il a une clause à ouais. 50 millions. 60, bah voilà, 50 voilà. millions, ouais. Donc 50 millions. Et surtout, d'après ce que j'ai lu sur la presse espagnole, tu nous confirmeras ou pas Thomas, mais visiblement, Huysen ou le central était plus prévu en 26, été 2026. Mais vu la concurrence et la faible clause, entre guillemets, le Real pourrait accélérer pour s'assurer l'avenir. Parce qu'en fait, ils se disent, bon, ok, un défenseur espagnol qui est très grand, on parle d'1m98, qui a une superbe relance de balle. Quand tu analyses les stats qu'il a en termes de passes progressives, comme ils appellent ça, il est assez extraordinaire de ce côté-là. Donc je pense qu'ils se sont dit, bon, c'est pas tous les jours qu'on va avoir un Espagnol avec ce profil-là. On a déjà Raúl Asensio, on a le jeune Martinez qui va revenir. Donc en fait, peut-être que finalement, défensivement, on n'a pas besoin d'aller sur un Saliba qui va coûter une fortune. Pour l'instant, on a 7. J'ai fait un TikTok dessus là, il y a 2 jours. On va avoir, si Shen vient, 7 défenseurs centraux. Donc éventuellement, il va falloir, en comptant Jacobo Ramon, etc., il va falloir bien sûr dégraisser un peu. Mais là, il y a aussi, tu vois, une théorie. On sait qu'Alonso, il aime bien jouer avec une défense à 3. Donc potentiellement, que s'il vient, tu as 3 défenseurs centraux, tu as forcément besoin d'en avoir un autre. Donc Shen, il s'impose naturellement, tu vois. En plus, à la bas, tu sais très bien que voilà, il est finito, faut Carvajal peut jouer dans l'axe aussi. Hein. C'est vrai, Carvajal, lui, à mon avis, va reculer. Il va pas reculer, mais se désaxer. Comment on dit? Se réaxer plutôt. Pardon. Il va se réaxer. Et il y a moyen, parce qu'avec Arnold, si Arnold joue le piston ou Valverde joue le piston, il y a moyen que ça arrive. Mais c'est vrai que pour le coup, avoir des ressources entre les jeunes qui poussent, entre les vieux qui maintenant voilà, sont poussés vers la sortie, et Militao qui est déjà estropié x2. Comment on fait? Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai l'impression que Alonso, il a dû parler avec Pérez, ça c'est sûr et certain, et je pense qu'il a dû donner une liste de recrues pour son jeu. Et je pense que Pérez, au début, il a dû dire, on attendra quand même 2026, parce que je peux pas te les donner maintenant. Mais je pense normalement, c'est pas les entraîneurs qui décident des joueurs à Madrid. Je sais, mais je pense qu'à mon avis, il a dû quand même lui faire une liste de ce qu'il avait besoin. Bah, c'est sûr, parce que tu peux pas arriver dans un club et dire je peux. L'entraîneur, il s'adapte à l'équipe à Madrid. Hein. J'y crois pas. Alors, un Mourinho, je veux bien le croire parce qu'il arrive. Voilà, parce qu'on sait qu'il Pérez, il le kiffait à mort et puis il arrive dans un moment où il doit absolument renverser le Barça qui est en train de tout gagner. Donc Pérez, il s'est un petit peu assis face aux demandes de Mourinho. Mis à part Mourinho, même Zidane, le grand Zidane, n'a pas eu son mot à dire. Hein. Et tu penses, parce que vu que. Enfin, moi, je pars de ce principe-là, parce que je suis d'accord avec vous, hein, mais entièrement. Mais moi, je partais de ce principe-là en mode dans les négociations, parce qu'en fait, il a tellement un jeu qui est différent. Imagine, tu prends Xabi Alonso, mais tu lui offres pas les moyens de faire son football, tu vois. Même si ce qu'on a déjà, c'est énorme, hein, et que n'importe quel entraîneur serait heureux de bosser avec ça. Mais je me dis, si tu donnes pas les moyens vraiment de ce qu'il veut faire, c'est compliqué. Après, est-ce que Zubimendi, Euchen et Arnold, éventuellement, voilà, c'est vraiment les clés qu'il attend? Je sais pas, mais après, dans tous les cas, je me dis que si Alonso vient avec ce type de recrue, il aura toutes les cartes en main. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans tous les cas. Tu sais que moi, j'ai longtemps rêvé d'un Real avec une défense à 3. C'est pour ça que j'avais milité à l'époque pour l'arrivée de Conte. Ah oui, c'est vrai. Conte qui était très mal vu, notamment par le vestiaire et par Ramos et tout ça. Parce qu'en fait, je veux voir une défense à 3 à Madrid. Et pour changer, pour avoir un nouveau style de jeu. C'est pour ça que Zidane, Ancelotti, c'est bien, c'est des bons managers et tout ça avec leurs joueurs. Mais tactiquement, toi, j'ai envie de voir des circuits préférentiels. Et Conte, on l'aimait ou on l'aimait pas, mais il arrivait quand même à mettre une patte sur son équipe. Et c'est ce que fait Xabi Alonso. Donc j'ai hâte de voir Xabi Alonso de ce côté-là pour qu'on ait enfin un nouveau jeu du côté de Madrid. Ouais. Ok. Donc pour vous, Alonso, Ancelotti entraîneur, et éventuellement, est-ce que vous avez un poste à renforcer en plus, selon vous? Alors d'abord pour Xabi ou Carlo, moi je pense de toute façon que rien n'est décidé encore pour l'instant. Non, c'est les titres qui décideront. Hein. Voilà, ce sera décidé. C'est simple. Évidemment que l'avenir de l'un et de l'autre est corrélé, et celui qui aura le dernier mot, c'est le Real Madrid. Voilà, c'est simple. Si le Real Madrid décide de se séparer de Carlo Ancelotti cet été parce que les résultats n'ont pas été convaincants ou parce que tout simplement, finalement, ils ont quand même envie de changer cet été, quoi qu'il arrive, Xabi Alonso, il viendra parce qu'il a déjà un accord avec sa direction, Bayer Leverkusen, pour le libérer si le Real Madrid frappe à la porte. Mais c'est pas tellement la tendance, en tout cas pour l'instant, même si, encore une fois, les tendances sont changeantes parce que début janvier, on nous disait Carlo c'est cuit, il partira cet été. Maintenant, on nous dit la tendance est plutôt à une prolongation. En vérité, c'est que personne ne sait parce que ça n'a pas été tranché. C'est dur. Ouais.
Tout à fait. Mais tu vois, même ton histoire de liste, tu vois, j'y crois pas trop. Je pense que Moi non plus, j'y crois pas, mais bon. Mais le Real, en fait, la direction du Real sait, je pense, à peu près quel poste faut renforcer. Et après Xabi Alonso, le jour où il arrivera, il fera avec ce qu'il a. Tu vois, quand tu vas chercher. Sinon, le Real essaie toujours d'aller chercher les meilleurs, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise. Après, j'étais un peu naïf avec mon histoire, mais moi, je me suis dit, si au début il vient pas, machin, peut-être qu'il y a forcément des raisons, et peut-être qu'il attendra d'être vraiment, tu vois. Mais après, comme tu dis, le Real, c'est eux les patrons, c'est pas eux, on leur impose pas des choses. Donc, Par contre, une chose est sûre, c'est que si Xabi Alonso vient, je pense qu'on part sur un projet plutôt long. C'est-à-dire, je pense que c'est l'entraîneur qui devrait finir la présidence de Florentino Pérez. Parce que déjà, Ancelotti, ça fait combien de temps là? Ça fait 4 ans là. 4 ans, c'est un record déjà sous Pérez. Ça n'était jamais arrivé. Et je pense que maintenant, on risque d'avoir un Xabi Alonso qui pourrait rester, je pense, autant, voire plus. De toute façon, ça n'aurait aucun intérêt de le virer au bout d'une saison, sauf si vraiment c'est Flo Lopez qui est nul. Mais honnêtement, vu la hype et tout, ce serait catastrophique. Ce serait un échec industriel. Hein. Regarde Mota à la Juve. Mota, on pensait que ça allait être l'entraîneur de la nouvelle génération de la Juve. Ouais, mais la Juve a eu des problèmes avec le directeur sportif. Et ils sont vraiment embrouillés apparemment. C'était plus que sur le terrain. Donc voilà. Mais Alonso, le truc, c'est qu'il y a tellement d'attentes, il y a tellement de. En fait, c'est ça aussi le problème, c'est que les attentes, c'est autant un bonheur qu'un malheur pour la personne concernée. Et puis c'est un Madridista, là où Mota n'était pas un Juventini, c'était un Interiste. Hein. Donc, ouais, c'est ça aussi. En fait, c'est très dur. Et le problème, c'est que souvent les entraîneurs, c'est eux qu'on vire au lieu de remettre en place les joueurs, etc. Mais c'est plus simple de virer l'entraîneur, bien sûr, éventuellement. Enfin bon, les amis, dernière partie de la vidéo, on va aborder bien sûr cette Copa del Rey. On a gagné 1-0 le match aller à l'extérieur, alors que le Real Madrid pour l'instant a un orteil et demi en finale. Une coupe qui ne doit pas nous échapper, parce que là, tu as fait les travaux à l'extérieur, tu dois les finir à domicile. Et après, la finale, peu importe l'Atlético ou le Barça, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et encore plus contre les voisins qu'on déteste tous. Mais globalement, comment vous voyez déjà la première étape? Est-ce que pour vous, le Real a fait le plus dur et va aller en finale? Et qu'est-ce que vous voyez entre le Barça et l'Atlético? Sachant que l'Atlético s'est pris une valise l'autre jour à domicile en Liga et rejoue à domicile en Copa. Qu'est-ce que vous voyez comme pronostic? Je m'attends à un match compliqué. En fait, j'ai l'impression que ce Real n'est jamais facile. Donc, même si on a gagné, c'était un but d'Hendrick. Je pense que là, on aura, vu qu'on est sur le match qualificatif pour la finale et que Ancelotti va devoir aussi gagner des titres pour justifier le fait de rester ou pas la saison prochaine, je pense qu'on aura une équipe avec beaucoup de titulaires contre la Sociedad. Cette équipe, elle a beaucoup de talent, cette équipe basque, et je ne serais pas surpris qu'on soit mené au score et qu'on gagne derrière. Je pense qu'on va se qualifier, mais je pense que ça sera un match compliqué. Quand je vois qu'on prend 2 buts contre les Ganes, comment ne pas penser qu'on va prendre des buts contre la Sociedad, même si ça ne veut rien dire. Mais cette défense ne me rassure pas du tout. Ouais, tout pareil. Alors, je suis en train de regarder là comment ils se sont comportés depuis le match aller, parce qu'il s'est passé quand même quelques semaines. C'est pas ouf, hein, pas ouf. Hein. Non, ils avaient pris 4-0 dans la foulée contre le Barça. Ils ont fait un match nul à Manchester, contre Manchester, avant de prendre 4-1 aussi là-bas en Angleterre. Défaite 1-0 contre Séville à domicile, 2-2 face au Rayo et victoire là ce week-end 2-1 face à Valladolid. Donc ils ont fait qu'une seule victoire hein, finalement depuis le match aller, en prenant 2 valises face à Manchester et face au Barça. Défaite aussi à domicile quand même face à Séville. Donc ils n'ont pas eu des résultats quand même de fou. Après on sait que c'est une demi-finale, ils vont jouer au Bernabeu. Ils sont à 2 matchs, eux aussi, d'un titre potentiel. Donc, évidemment que leur saison va aussi se jouer en grande partie, même plus encore pour eux que sur ce match-là. Parce qu'en plus, même en Ligue 1, ils sont 10e au classement, je vois. C'est pas une bonne saison pour eux. Ils sont loin, ils sont un peu décrochés de la 6e et même de la 7e place. 7e place, non, parce qu'elle sera quand même qualificative. Mais bon, la Ligue des Champions, en tout cas, c'est mort pour eux. Même l'Europa League, je pense, ça va être très très compliqué. Donc ils peuvent jouer leur saison sur ce match, hein, c'est clair. Hein. Ouais. Donc clairement, c'est ça. Ils sont en train de jouer. Ils vont jouer leur saison, une bonne partie de leur saison sur ce match-là. Donc je m'attends effectivement, comme Thomas, un match qui va être disputé, mais je pense que ça passera parce que je pense qu'on a quand même fait le plus dur à l'aller. Hein. C'est vrai qu'en plus le match aller, il était, je me rappelle, famélique dans tous ses états. Et heureusement qu'Hendrick, il avait fait la diff assez vite, si je dis pas de bêtises. C'est le but où il met l'extérieur là. Ouais, c'est ça. Sur la longue transversale. Il était de Bellingham.
Ouais, ça a été très très compliqué ce match-là, mais comme tu dis, on a fait le plus dur. L'équipe aujourd'hui, elle sait que c'est un match qui compte énormément, bien sûr, déjà pour l'avenir de Carlo, mais aussi pour réussir une saison qui était pourtant bien mal embarquée, garder cette idée de triplé malgré tout. Et après, en plus, suivant qui c'est que tu affrontes, Barça, Atlético, tu peux déjà commencer à te projeter, tu vois. Même si en plus, on joue en premier, c'est ça? On joue demain, du coup? Oui, on joue mardi. On joue demain. Donc en fait, c'est déjà aussi, c'est que là, tu envoies un signal aussi à la concu. Tu dis, écoutez, nous, on est encore en course en La Liga, on est en finale de la Copa del Rey. Tu envoies aussi un signal à Arsenal pour la semaine d'après en disant que on est quand même en bonne position de gagner des trophées, bomber le torse. Mais donc là, perdre contre la Sociedad, ça serait une catastrophe industrielle. Vraiment, en plus à domicile. Et pour le coup, quand tu as déjà gagné 1-0, si tu te fais éliminer, ça veut dire que tu as pris au moins 2 buts, tu vois. Donc c'est quand même chaud. Et pour le coup, sachant que Valverde a pu se reposer un petit peu, que Vinicius Rodrigo sont rentrés en fin de match contre les Leganés, enfin à la 60e. Donc du coup, ils ont un peu plus chauffé les jambes. Donc tu vois, on va sûrement, comme tu l'as dit tout à l'heure Thomas, jouer avec une équipe peut-être un peu plus ambitieuse que contre les Leganés. Mais pour le coup, il faut que l'équipe montre de l'attitude, vraiment de l'attitude. Moi, c'est ce que j'attends surtout. Au-delà du résultat, c'est de l'attitude que j'attends. Je pense qu'on aura un Real Barça. Même si, attention, ce but encaissé à la dernière minute par Sorloth, par le Barça, peut-être que ce but va coûter cher parce que l'Atlético va jouer aussi sa saison sur ce match-là. Ils sont à domicile. Je préférerais Atlético en finale que Barça, surtout vu les dernières oppositions. Ouais. Maintenant, c'était le 4-4, c'est ça? C'était le 4-4 Oui. 4-4, oui, c'est ça, ouais. Ils ont marqué 2 buts à la fin. Ouais, c'était ça, ok. Ouais. Okay. Maintenant, on est en passe d'avoir peut-être 3 finales contre le Barça en 15 jours. Finale de la Copa, finale de la Liga pour la 35e et finale de la Ligue des Champions. Tu m'aurais dit ça l'an dernier, je t'aurais dit pas de problème, on est sur un easy win, c'était sans faute. Tu vois. Là, cette année, je suis en mode, attends, si on perd, imaginons la finale de Copa del Rey, qu'on perd le Classico en Liga et qu'on perd la finale de Ligue des Champions, on peut se cacher contre eux, mais mec, mais on va les entendre parler jusqu'à 2150, il n'y aura plus rien. Par contre, tu les gagnes. Ah, je peux te dire, même si on gagne, écoute-moi bien, même si on gagne la finale de Copa del Rey ou la finale de Ligue des Champions contre eux avec un but du cul de Hendrick, mais moi, ça me suffit. J'évite. Vraiment, leur 5-2 et 4-0, j'en ai plus rien à foutre. C'est quoi la Copa del Rey qu'on la perde? Bon, je serais dégoûté, mais par contre, tu perds la finale de la Ligue des Champions contre le Barça, sachant que le Real ne perd plus de finale en Champions depuis je ne sais combien d'années. Là, ça ferait mal. Très mal. Dans tous les cas, ça fait mal. Mais bon, après, la Copa del Rey, une fois que tu es en finale, je crois que la seule finale qu'on avait perdue, c'était contre l'Atlético en 2013, je crois. Pour la première Simeone, ça m'avait fait un peu chier à cette époque-là, parce qu'on avait fait saison blanche d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, ça ferait mal dans tous les cas, hein, perdre contre l'Atlético ou le Barça. Mais c'est vrai que là, pour le coup, je sais qu'en finale, comme tu l'as dit, le Real, c'est une équipe qui sait les gagner, ces finales-là, qui peut perdre des derbies, des classicos au milieu de Liga, c'est pas trop grave. Parce qu'en général, les titres, tu les gagnes contre les petites équipes plus que contre les grosses. Mais pour le coup, une finale, c'est l'occasion quoi, de se venger. Mais je sais pas. Ce serait même très symbolique que tu gagnes les 2 finales de la fin de saison après avoir perdu, après avoir pris même des volets sur les matchs de championnat. C'est une signature du Real Madrid, ça. On les critique, mais dans les moments phares, ils savent quand même remporter les trophées. Et l'Atlético, surtout qu'ils perdent. Imagine, l'Atlético, ils reperdent encore chez eux. Ce serait quand même problématique. Hein. Les mecs, ils veulent concurrencer le Real et le Barça, mais dès qu'ils en ont l'occasion, même à domicile, ils se chient dessus. Tu vois, ça sera encore les éternels perdants, comme tu les avais si bien appelés la dernière fois, mais c'est comme ça. Mais moi, en tout cas, moi, je partirais quand même du principe. Je me mouille. Je dirais 3-1 pour le Real demain, et je dirais 2-1 pour l'Atlético mercredi. Il y a des prolongations en Copa del Rey ou pas? Ouais. Ouais, je vais bien une séance de tir au but, moi. Entre le Barça et l'Atlético. Ah ouais? Ouais. En tout cas, si l'Atlético peut les empêcher de faire le triplé, dans un premier temps, c'est pas mal. Ça les fera redescendre d'un cran déjà, les supporters d'Ossia. Non, mais tu rigoles, mais c'est vrai que dans la dynamique du Barça, s'ils perdent une compétition, ça peut casser quelque chose. Hein. Ah bah bien sûr. Donc il sera très intéressant à suivre et on sera tous colchoneros devant cette rencontre. Hein. Ouais. Ah, puis je veux bien l'Atlético faire un coup. Parce que ce serait dur, c'est vraiment dur pour imaginez-vous à la place d'eux. Heureusement, ils ont la trêve, ils ont pu souffler un petit peu parce que sinon, en gros, en l'espace de 10 jours, tu perds absolument tout alors qu'ils étaient plutôt sur une bonne dynamique. Hein. C'est eux qui avaient la meilleure dynamique, même sur fin 2024, plus ce début d'année 2025, l'étiquette de loser, quoi, incroyable. C'est vrai. Ouais. En tout cas, les amis, c'est la fin de cette mi-temps habituelle de votre lundi préféré, comme d'habitude. Hein. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés.
Dans le temps, on est dans le temps additionnel. C'est que tu as vu, on est vachement précis. Non, 100 temps additionnel. Aujourd'hui, c'est 100. Oh, 100 ans. Ah oui, je viens de voir. 100 ans additionnel, pardon. Bah aujourd'hui, les amis, j'espère que, comme d'habitude, les sujets vous ont plu. Dites-nous en commentaire, bien sûr, tout ce que vous avez pensé. Si vous avez des remarques, ce sera un plaisir de débattre avec vous dans les commentaires. Je vous laisse, comme d'habitude, en description la chaîne de Thomas, de Real France et de Chronique Foot pour que vous puissiez aller voir leur travail et vous abonner, évidemment, comme d'habitude. La prochaine semaine, ce sera sur la chaîne de Chronique Foot. Comme ça, au moins, vous êtes au courant d'avance. Et puis, passez une agréable journée, les amis. Je vous dis à très vite et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao.